Bonjour. J'ai une formation des Beaux-Arts. Ma formation initiale, c'est une formation des Beaux-Arts, puisque c'est une formation que j'ai faite à la St. Martin's School of Art quand j'avais une vingtaine d'années, qui est donc une école des Beaux-Arts en Angleterre. C'est la première fois où j'ai entendu parler d'art-thérapie au sens où j'en ai le mot art therapy. Alors, c'est pas un hasard, bien sûr, parce que c'est quand même les Anglais qui sont à l'origine déjà de l'art-thérapie. Et en tout cas de l'utilisation de ce terme d'art-thérapie. C'était passé dans mon oreille, c'est resté, mais sans plus. Voilà, comme ça. Deuxième événement, peut-être aussi comme ça marquant, c'est une exposition que j'ai vue, toujours à Londres, à la Tate, ça devait être en 78 ou 79, j'ai d'ailleurs toujours le catalogue ici, ce qu'ils appelaient Outsiders, c'est-à-dire ce qui nous on appelle art brut, et qui en fait donc un art de personnes qui n'ont suivi aucune formation, aucun cursus artistique, et qui se situent, disons, dans la lignée de ce que Prinzhorn pouvait appeler une pulsion à créer. Et j'avais été tout à fait impressionné à l'époque par ce travail, sachant que j'étais dans une école qui était très orientée sur des théories artistiques très formelles, notamment il y avait une importance des théories de Greenberg sur l'art. Et ça venait complètement en décalage avec tout ça. Donc il y a eu une affaire de choc esthétique là, en fait. Il y a eu une affaire de choc esthétique. Donc pour résumer, il y a un moment là de rencontre avec un terme, et puis un moment aussi de choc esthétique. Ensuite, je poursuis mon cursus, et puis je vais commencer à travailler avec, à faire de la formation, un peu d'enseignement en arts plastiques, avec des jeunes adultes. Et puis je me retrouve dans les dispositifs qui existaient à l'époque dans les années 90, fin 90, où avec la montée déjà de la crise, du chômage, etc., sont mis en place des dispositifs pour accompagner des demandeurs d'emploi en situation de précarité sociale, et notamment des femmes en situation de précarité sociale, femmes isolées, souvent avec des enfants. Et là, on me demande quelque chose, c'est fortuit, en fait, c'est vraiment le hasard. Et ça, on m'a contacté pour travailler avec ce public sur des aspects très techniques du dessin, de l'illustration, pour ces personnes qui se formaient pour rentrer dans les métiers graphiques. Et là, j'ai pu observer qu'il y avait quelque chose à faire passer en termes d'enseignement, mais que la grande partie aussi de ce dont j'avais à traiter, c'était le rapport au groupe, les angoisses de ces personnes, toutes ces choses-là, qui avaient peu de choses à voir avec la clinique. Et ça m'a amené de fil en aiguille à m'intéresser donc à cette question, plus spécifiquement. Là, pour le coup, le mot a dû revenir un moment dans ma tête sur l'art-thérapie, en me disant qu'à travers ce que j'étais amené à faire, à travers les discussions qu'on avait, il y avait quand même peut-être certains effets. Et parallèlement à cette activité-là, j'ai commencé un travail en analyse. Et le travail en analyse était quelque chose de très important pour moi, dans la mesure où je m'étais dit, c'est un petit peu comme le passage du feu, c'est-à-dire
ou bien ça tient, ou bien ça ne tient pas, ce travail dans lequel je suis engagé en tant que peintre, en tant que plasticien. Donc c'est une manière aussi là, de mettre à l'épreuve ma propre créativité, mon propre désir de peindre, mon propre désir aussi d'être artiste, etc. C'est donc quelque chose de concomitant. Et par la suite, je me suis inscrit sur le DU d'art-thérapie à Paris 5. Donc, je me suis formé à l'art-thérapie et parallèlement, je me suis formé donc à la psychologie clinique. Psychologie clinique, donc j'ai fait un DESS. Je me suis spécialisé aussi sur les groupes. Et puis j'ai fait un DEA, et puis finalement j'ai terminé par faire un doctorat en psychologie clinique et psychopathologie sur les questions plus spécifiques de l'art-thérapie. Donc c'est un cheminement assez long. Et avec un intérêt particulier que j'ai toujours eu pour le groupe. Donc je me suis aussi parallèlement formé au psychodrame psychanalytique. Donc dans un travail institutionnel que j'ai pu faire aussi en psychodrame psychanalytique individuel, cadre de CMP, et puis aussi le psychodrame de groupe, où là je me suis formé à l'Institut français d'analyse de groupe et de psychodrame, parallèlement à la formation que je faisais en psychologie. Voilà. Tout en poursuivant aussi mon travail, parce que j'ai travaillé longtemps aussi dans diverses associations, et même je pense que j'ai dû être un des premiers à avoir une fiche de paye d'art thérapeute. Ça n'avait aucune valeur juridique, mais ça avait une valeur symbolique. Donc dans une association qui s'occupait de personnes en situation de précarité sociale. Voilà. Et puis petit à petit, mon travail s'est orienté plus spécifiquement sur la thérapie à proprement parler, et puis sur des relations thérapeutiques en individuel, du travail individuel en utilisant l'art-thérapie. Voilà un peu le cheminement. Hein. Okay. Donc ça part peut-être de quelque chose d'intuitif qui est chez beaucoup de personnes. C'est le fait que l'art pourrait avoir une fonction qui serait une fonction de compréhension. Ce serait une forme, en tout cas pour celui qui crée, une tentative d'auto-analyse, en faisant très attention de prendre ce terme, un peu peut-être d'ailleurs comme ce qui s'est passé avec Freud dans son travail sur les rêves, c'est-à-dire d'être à la place de celui qui essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des images qu'il est en train de produire, qui n'a pas forcément donc la théorie qui va avec, mais qui est dans ce mouvement de réflexivité sur ses productions. Alors, production onirique, mais aussi donc production artistique pour le créateur. Donc voilà, cette dimension d'énigme, cette dimension de surprise, cette dimension qui porte sur ce que l'image renvoie, comme aussi ce que l'image masque et cache, et qu'il s'agit d'essayer de comprendre pour celui qui crée. Ça a été, je pense, une partie de mon interrogation par rapport à la création, comme toute personne qui crée, je pense, toute personne qui travaille avec ses matériaux artistiques. Et puis là-dessus, c'est greffé un intérêt aussi théorique, et puis dans l'idée qu'il y avait une façon d'essayer de travailler avec cette méthode, ces outils, ces techniques au service, donc non plus de la production artistique, mais d'un travail de soin. D'accord. Et votre démarche de reprendre vos études, de continuer vos études en psychologie clinique, c'était dans le but de mieux pratiquer, d'être un meilleur praticien d'art-thérapie, ou c'était simplement parce que ça vous intéressait et que ça se complémentarisait avec les notions d'art-thérapie que vous saisissiez déjà? Alors, c'était un peu les deux de ça, mais il y a une question d'exigence. Donc, en fait, mon point de vue aujourd'hui, c'est que je pense que
dans le cadre dans lequel je pratique l'art-thérapie, il n'est pas possible de pratiquer sans avoir une formation qui est une formation de clinicien, une formation aboutie de psychologue clinicien, et que pour exercer l'art-thérapie en tant que psychothérapie, il est nécessaire d'avoir une qualification bien sûr d'art-thérapeute, c'est une formation d'art-thérapeute, une formation de psychologue clinicien, une connaissance de l'intérieur de la psychanalyse, c'est-à-dire avoir été analysé, et que par ailleurs, il me semble que la théorie la plus intéressante, celle qui me semble être la théorie pertinente pour ce genre de travail, c'est la psychanalyse. Voilà, donc c'est à la fois pour un intérêt personnel, bien sûr, mais aussi dans une exigence professionnelle qu'il est nécessaire d'avoir une connaissance approfondie du fonctionnement psychique de l'être humain, et que ça passe par une formation en psychologie ou en psychiatrie, je pense que ça peut être psychiatre, psychologue, clinicien, mais qu'en tout cas, il est nécessaire d'avoir cette formation pour exercer l'art-thérapie dans un cadre de psychothérapie. Il ne suffit pas d'être psychologue pour être art-thérapeute, et que, au contraire, il faut avoir aussi une connaissance de l'intérieur du processus de création, et que le psychologue qui n'est que psychologue sans avoir une solide formation et une pratique, une vraie pratique des médiations qu'il utilise, ne peut pas justement prétendre faire un vrai travail d'art-thérapeute. Donc il y a même une exigence qui peut paraître extrêmement importante, mais je dirais qu'il faut être analysé, avoir fait un travail sur soi, donc. Il faut avoir une solide formation en psychologie, et il faut avoir une connaissance approfondie des médiations qu'on utilise. Donc c'est très exigeant en réalité. Et du coup, qu'est-ce qui différencie l'art-thérapie psychothérapeutique et l'art-thérapie tout court? C'est une question de cadre et une question d'espace d'intervention. Le terme d'art-thérapie, c'est un terme, on va dire, assez pratique, une sorte de mot valise qui permet de mettre beaucoup de choses dedans. Voilà, bon, ce terme il existe et c'est très bien comme ça. Il y a à l'intérieur de ce terme, il y a peut-être des classifications à établir. Classification ne signifie pas nécessairement d'ailleurs hiérarchisation. Classification, ça signifie qu'on balise les champs d'intervention, le périmètre qui est le nôtre dans le travail. Donc déjà, l'art-thérapie, c'est beaucoup de médiations différentes, d'une part. Ensuite, l'art-thérapie, c'est aussi soit un travail individuel, soit un travail de groupe. L'art-thérapie, c'est aussi un travail qui se fait en fonction de dans certaines institutions, en fonction de certaines demandes institutionnelles, qui vont aussi imposer et poser certains cadres. Donc bien sûr, on ne travaille pas l'art-thérapie de la même façon dans un IME avec des adolescents ou des enfants présentant des retards mentaux, et puis l'art-thérapie dans le cadre d'une psychiatrie adulte avec des patients schizophrènes, ni non plus un travail d'art-thérapie dans un cadre individuel en libéral. Ce sont des cadres totalement différents. Mais ce qui peut rassembler l'ensemble de ces différents espaces, c'est le fait qu'on travaille avec une médiation et qu'on travaille cette médiation en étant attentif au processus. Donc l'art-thérapeute a besoin d'être quelqu'un qui a
une connaissance de ces processus. Ça me semble être absolument évident. Il y a actuellement des différences qui s'établissent entre ce qu'on pourrait appeler les groupes de création thérapeutique et puis les groupes thérapeutiques à médiation. C'est une distinction qui est introduite pour considérer que dans certains groupes, donc on va travailler en groupe autour de la création, mais sans rentrer dans les enjeux subjectifs pour la personne qui travaille dans ces groupes. Et au fond, ça pourrait être des groupes ouverts, des groupes qui accueillent des populations sans que on souhaite rentrer plus spécifiquement dans ce qui constitue les cheminements subjectifs de la personne et les difficultés et les mécanismes de défense et ces différents éléments qui le structurent et qui constituent son fonctionnement psychique, où on n'intervient pas donc du tout par rapport à ces aspects-là. Il y a des effets thérapeutiques, mais il n'y a pas une visée thérapeutique. Tandis que dans l'autre type de groupe, il y aurait au contraire une centration sur la question des processus de création en relation aux processus psychiques qui sont à l'œuvre, et notamment une tentative de compréhension, de découvrement et de travail autour de ces processus psychiques pour travailler sur la subjectivité des personnes participant à ce groupe et pour en modifier éventuellement le fonctionnement psychique de ces personnes, comme on peut le faire dans le cadre d'une thérapie. Voilà, alors peut-être que ça déjà, c'est un élément qui sert à tenter de se repérer, mais c'est peut-être un élément qui est un peu trop clivant et qui ne correspond peut-être pas toujours à la réalité de ce qui se passe ni dans les institutions, ni même au niveau des processus qui sont en jeu dans ces groupes. Et puis après, il y a aussi la question qui est la question de la prise en charge en individuel. En termes de psychothérapie à médiation artistique en art-thérapie. C'est-à-dire que dans l'art-thérapie, il y a différents secteurs d'intervention et différentes possibilités de se positionner. Et que le travail qui peut se faire en art-thérapie peut être un travail de groupe qu'on pourrait qualifier de sociothérapie, un travail de groupe qu'on pourrait qualifier aussi de thérapie groupale, et un travail aussi qui peut se faire en individuel, qui peut être donc un travail de psychothérapie à médiation artistique dans le cadre d'une art-thérapie, c'est-à-dire de quelqu'un qui est formé avec une pratique artistique conséquente. Et on est créatif en tant que psychothérapeute, par exemple. On est créatif en tant que psychiatre. On est créatif. La créativité, c'est une façon de savoir utiliser, modifier, détourner certaines procédures et certaines façons de faire lorsque on est en but à un problème, une difficulté, et qu'on estime qu'on va peut-être trouver des moyens inhabituels et inventifs pour faire avancer la problématique sur laquelle on travaille. Donc la créativité, c'est quelque chose qui est partagé par, on pourrait dire, tout type de métier, tout type de personne. Donc pour moi, la question de la créativité n'est pas suffisante. La question de la créativité, elle est nécessaire, mais la question de la création, au sens où la personne qui met en place un cadre, c'est-à-dire une fonction thérapeutique
en utilisant les médiations artistiques, et quelqu'un qui connaît de l'intérieur la création et qui n'est pas simplement quelqu'un de créatif. Il me semble. Hein. Alors, il y a une autre question, moi, qui me paraît être un problème important et polémique et conflictuel même, qui peut-être départage aussi les différentes approches et les différentes conceptions de l'art-thérapie. C'est à la fois la question du statut du langage dans l'art-thérapie et la question de l'interprétation. Parce que je pense que si l'on se fonde sur une approche qui est une approche psychanalytique, on ne peut pas faire l'économie de la question de l'interprétation. Et donc je suis en opposition, ou en tout cas en désaccord avec les personnes qui pensent que l'art-thérapie qui se pratique doit éviter et ne pas prendre en compte l'interprétation. Il ne faudrait pas interpréter. C'est une position qui existe depuis le début et qui a opposé déjà chez les Anglais certaines conceptions de l'art-thérapie à d'autres, et notamment liées à des filiations initiales entre ceux qui avaient une pratique artistique, qui à un moment ont fait bénéficier cette pratique artistique à des personnes qui n'avaient pas cette pratique-là et se sont aperçus de l'intérêt qu'il y avait, et que au fond le processus en soi était suffisant. Et puis déjà des personnes qui pouvaient venir par exemple du domaine de la psychanalyse, de la psychothérapie, qui eux pensaient qu'il y avait quelque chose à dire aussi autour de ce qui se faisait, autour de ce processus, et qu'il y avait peut-être quelque chose à renvoyer en termes d'interprétation. Donc ceux qui seraient situés plutôt du côté de l'art-thérapie, au sens où l'entendait par exemple Adrian Hill, un des premiers art-thérapeutes, et puis les positions, toujours en Angleterre, des gens qui étaient plus kleiniens par exemple. Voilà. Donc déjà il y a ça qui existe. Alors aujourd'hui, il y a des positions très abruptes là-dessus, il ne faut pas interpréter. Mais je trouve que ça manque un peu de réflexion théorique et d'analyse du pourquoi il ne faudrait pas interpréter. Alors, là encore, tout dépend du contexte dans lequel on travaille, et donc tout dépend du cadre dans lequel on travaille, et tout dépend de ce que les personnes viennent chercher dans un espace de thérapie utilisant l'art-thérapie. En tout cas, si moi je peux ne me borner qu'à ma pratique d'un travail d'art-thérapie en individuel, en libéral, il me semble que les personnes qui font la démarche de s'engager dans un travail d'art-thérapie, qui est donc une psychothérapie utilisant une médiation artistique, ce sont des personnes qui sont en recherche on pourrait dire, d'une forme de clarification, d'une compréhension de leur propre fonctionnement, à partir des difficultés qu'ils rencontrent. Et donc, dans cet effort de clarification, ils sont en attente qu'on les aide à comprendre ce qu'il en est de leur propre fonctionnement. Ils viennent avec une demande, explicite ou implicite, qui renvoie à cette question: est-ce que je peux comprendre ce qui m'arrive? Et est-ce que, à partir de ce que je comprends de ce qui m'arrive, je peux changer quelque chose dans ma façon d'être, dans ma façon de vivre? Il y a une demande forte par rapport à ça. Ce sont aussi parfois des personnes, et souvent des personnes qui viennent
parce qu'elles ont le sentiment, à travers différents types de thérapies qu'elles ont pu faire, qu'il y a quelque chose qui reste un peu insatisfaite ou en latence. Alors, elles viennent avec cette demande et il faut écouter cette demande. Une position, ce serait de considérer que le processus en soi va résoudre le problème. On a affaire à des images. Et une image, il me semble, on a affaire à des images créées, et pas des images toutes faites. On a affaire à des images créées. Donc une personne va créer quelque chose qui devient une image. Une image, c'est ces images créées, c'est à la fois des images qui expriment et des images qui désignent. Donc, on est là confronté à moi ce que j'appellerais une herméneutique de l'image, c'est-à-dire la question d'apporter une compréhension, une signification à ce qui se symbolise. Si on est dans une approche psychanalytique, on peut considérer aussi que l'image, comme dans le rêve, l'image, elle va jouer sur différents tableaux, notamment il y a la dimension de la remémoration consciente, il y a la dimension du manifeste, et puis il y a la dimension du latent. Et je pense que les personnes qui viennent travailler avec cette question de qu'est-ce qu'il y a derrière l'image, qu'est-ce qu'il y a derrière l'expression manifeste, et est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à comprendre ce qui se joue là. D'où aussi la nécessité de donner une place au langage. C'est-à-dire d'être dans un processus qui consiste à la fois travailler au niveau de ce qui peut se décrire de l'image, et les mots nous aident à décrire une image, et en même temps de ce que la personne vit dans le processus de construction de cette image. Elle est traversée par des affects, elle est traversée par des pensées, elle est traversée par ce qu'on pourrait appeler des idées incidentes qui arrivent, et en même temps, dans la production qu'elle fait, elle amène aussi, à travers l'expression, un certain nombre de signes, qui sont des signes qui arrivent aussi de façon incidente, en certains cas. Donc, il y a de l'accident, il y a du non voulu, mais qui vient. Il y a tous ces éléments-là qui pourraient correspondre de façon analogique à des lapsus, des actes manqués, des choses de cet ordre-là. Qui fait que dans la position du thérapeute, on est aussi à l'écoute de tout ce qui se joue à ce moment-là, des différents niveaux de symbolisation que met en jeu le patient dans cet acte de création. Alors ça amène aussi peut-être à différencier deux choses, à savoir de ne pas confondre symbolisme et symbolisation. Et là on est renvoyé peut-être aussi à des conceptions théoriques, par exemple, qui pourraient différencier une approche plus jungienne d'une approche freudienne. Bien sûr, c'est établir là des différences qui ne sont pas toujours aussi évidentes dans la réalité de la clinique. Mais bien sûr, il y a des symboles qui sont des symboles qui relèvent du symbolisme. Mais il y a aussi une dynamique de symbolisation
qui, elle, renvoie à une façon dont l'individu, dans le cadre du processus de création, met en jeu et réactive certains niveaux de fonctionnement psychique qui vont des niveaux, j'allais dire, originaires, à des niveaux très secondarisés, très élaborés. Et que une partie du travail du thérapeute, c'est d'accompagner le patient dans ce travail de symbolisation. Et je pense que pour l'accompagner dans ce travail de symbolisation, le langage est l'outil qui va permettre de pouvoir élaborer ce qui se passe pour le patient. C'est-à-dire, il faut parler. Ce qui nous fait, nous, humains, c'est que nous parlons. Et que ce véhicule du langage, comme véhicule de communication, est absolument fondamental, absolument nécessaire pour un travail d'élaboration thérapeutique. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de thérapie sans qu'il y ait un travail qui soit accompagné par le langage. Mais alors, de quel langage il s'agit? De quoi il s'agit? Il s'agit d'accompagner le patient à pouvoir faire retour sur ce qu'il s'est passé pour lui dans la séance. Donc, là encore, il ne faut pas confondre les différents aspects de la fonction du langage dans la thérapie. Entre signification et signifiant, du coup. Oui, mais même à un niveau, oui, bien sûr, mais même à un niveau, je dirais, technique. Il y a des interventions langagières qui sont des interventions qui ont une fonction d'étayage, de soutien, de maintenir la communication, de maintenir l'interaction. Et puis, il y a des interventions qui vont se situer à un autre niveau et qui peuvent être des interventions qui aident au dévoilement ou à la clarification, à une mise en lumière de ce qui se passe là pour le patient. Alors, on n'interprète pas pour le patient, je pense qu'on interprète avec le patient. Mais, de mon point de vue, il est nécessaire de faire ce travail d'interprétation. Alors, ce travail d'interprétation, il a aussi différents aspects. C'est-à-dire qu'on interprète au sens où on est dans un travail de construction. Il s'agit de construire avec le patient la compréhension de sa propre histoire au travers de ce qui se joue dans la séance, à la fois sur les processus de création et sur ce que, pour l'un comme pour l'autre des partenaires, cette image amène en termes d'associativité, de travail d'associativité. L'image résonne pour l'un et pour l'autre. Et donc, il y a à ce moment-là peut-être des possibilités de partage de différents niveaux de symbolisation entre le patient et le thérapeute qui vont pouvoir opérer grâce aussi à une reprise par le langage, chose qu'on va pouvoir dire. Voilà, à mon avis, ce qui fait que dans ce cadre-là, il est nécessaire donc d'avoir une formation, de l'analyse au sens d'avoir une écoute et un regard sensible à ces aspects de ce qu'on pourrait qualifier une écoute flottante, hein. Et puis également d'avoir une connaissance approfondie de ce que peut être la psychopathologie et la structuration de fonctionnement psychique de certains individus en termes de psychose, névrose, parce qu'il y a des choses qu'on va pouvoir faire et d'autres aussi qu'on ne va pas pouvoir faire. Voilà ce que je peux dire sur cette question qui me semble être tout à fait fondamentale. Donc je suis plutôt en désaccord avec
le fait que dans l'art-thérapie, on n'interpréterait pas, il ne faudrait pas interpréter. C'est une espèce d'oukase qui est posée comme ça, mais qui nécessiterait d'être peut-être plus travaillée. Et même au niveau du travail de groupe, comme dans les groupes d'analyse, comme dans les groupes de psychodrame, on n'est pas obligé d'interpréter. On n'interprète pas ce qui se passe pour tel ou tel individu. Et par contre, on peut renvoyer des interprétations qui sont des interprétations qui se situent au niveau groupal. Notamment en termes de ce qui joue, des affects dans le groupe, des fantasmes et des représentations imaginaires qui circulent, des éventuelles résistances de groupe, des choses de cet ordre. Et donc là, on se situe bien à un niveau interprétatif. Et ce qui fonde un travail analytique, il me semble, ce qui fonde un travail analytique, c'est le travail d'interprétation, au sens où il s'agit de travailler autour de ce qui est de l'ordre du latent pour le rendre manifeste. Avec la technique qui va avec. Alors, il y a des objets, et même l'objet tout à fait fondamental, c'est-à-dire que dans cette situation, c'est une situation tripartite, nous sommes trois, le thérapeute, le patient et l'objet. Et les relations du patient à l'objet sont de deux ordres. C'est une relation à l'objet au sens d'une relation objectale reliée au thérapeute, avec les phénomènes transférentiels et contre-transférentiels qui rentrent en ligne de compte. Et c'est aussi une relation à l'objet de création, qui est lui-même un objet porteur de transfert, sur lequel il est possible d'établir un transfert pour le patient. Et donc, le transfert, d'une part, se diffracte dans cette situation-là, et d'autre part, il se joue transférentiellement et contre-transférentiellement, et donc en termes aussi de communication d'inconscient à inconscient, il se joue des choses avec cet objet, sur cet objet, et pour cet objet. Et donc, est-ce que cet objet créé ici et maintenant, est-ce qu'on peut dire que ce serait un peu la photographie du transfert, c'est-à-dire de la relation entre le patient et son thérapeute Dans l'ici et maintenant, toujours. Dans l'ici et le maintenant, je pense que oui, alors, oui, mais ce phénomène n'est pas massif. Je pense que pour une part, dans l'ici et maintenant, oui, il y a des choses qui vont passer sur cet objet de médiation qui concernent ce qui se passe aussi dans la relation avec le thérapeute, notamment parce que ce qu'il y a de tout à fait spécifique à cette situation, c'est que le patient peint sous le regard de l'autre. Et donc, à ce moment-là, c'est pas comme s'il était tout seul chez lui à peindre, ou dans un lieu qui serait un lieu de création artistique dans un atelier d'art. Là, il est confronté au regard de l'autre, qui est le regard du thérapeute. Oui, je pense que ça change tout. Donc ces objets sont des objets créés par le patient, mais il y a, je crois, quand même une dimension de co-création du fait de cette situation. Ensuite, ces objets sont des objets qui appartiennent au patient. Ça lui appartient. Comme la parole du patient lui appartient dans le cadre d'une thérapie verbale. Donc se pose le délicat problème de la confidentialité et du devenir de ces travaux, et des questions d'exposition. Il y a une règle ici qui veut que tout ce que le patient a fait lui est restitué.
Et donc, d'une certaine manière, je suis le garant, dans ce cadre, des productions du patient. Par contre, tout lui est restitué. Il a la possibilité de les garder, de les jeter, de les donner, peut-être même de les exposer si il le souhaite. Et au moment où il le souhaite. Et au moment où il le souhaite, mais ça c'est, je dirais, son affaire. C'est plus l'affaire du thérapeute une fois que tout ce travail s'est terminé. C'est peut-être quelque chose qui relève effectivement de l'après-coup et qui nécessitera d'en réfléchir et d'en réélaborer quelque chose plus tard. Mais dans ce cadre-là, tout ce qui est fait reste ici, ne peut pas être sorti et en même temps appartient au patient. Il n'est pas question de le détruire. Il n'est pas question de considérer qu'une fois que c'est fait, ça ne lui appartient plus, ou il faudrait le jeter, ou quoi que ce soit. Et ce n'est pas quelque chose d'éphémère. Mais c'est limitatif, peut-être aussi, non? Beaucoup aussi. Donc on ne peut pas travailler qu'avec du sable. Mais qu'est-ce qu'on fait de la matérialité du support? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces dimensions, de la sensorialité reliée aussi à des matériaux qui sont des matériaux justement avec lesquels on se confronte, et des matériaux qui ont une certaine pérennité, une certaine résistance, une certaine présence. Concrètement, demain, vous rencontrez quelqu'un qui veut devenir un thérapeute, vous lui conseillez quel parcours? Ben moi, je conseille, déjà, je pose la question quand même aux personnes, mais dans quel but, qu'est-ce que vous voulez faire, avec quel objectif? Donc, il y a des personnes qui souhaitent s'orienter pour travailler avec les personnes âgées, travailler dans des structures type EHPAD, travailler avec des personnes présentant la maladie d'Alzheimer. Il y a des personnes qui ont peut-être envie de travailler plus avec une population précarisée et plus sur le champ du social. Il y a des personnes qui ont peut-être envie d'aller travailler avec des enfants présentant un handicap, avec des enfants autistes, avec des enfants présentant différents. Voilà. Moi, je pense que déjà ça implique de réfléchir à qu'est-ce qui est le plus adapté pour tel type pour ce type de travail. Et là, je pense que il y a peut-être il y a des organismes de formation qui peuvent y répondre, d'autres non. Ensuite, je pense que si on veut travailler la psychothérapie en utilisant une médiation artistique, je pense que là, on est sur un autre registre. Mais c'est une position qui est sans doute très personnelle et qui est sans doute très critiquée. C'est-à-dire, je pense qu'on peut pratiquer une psychothérapie analytique en art-thérapie. Vous pourriez expliquer brièvement la différence entre une psychothérapie analytique et une psychanalyse? Alors, une psychothérapie analytique, c'est une psychothérapie qui s'effectue en face à face, qui s'effectue dans un cadre groupal, par exemple le psychodrame, c'est une psychothérapie analytique. Toujours groupal? Non, non. Ah, ok, Donc en face à face en individuel. Et oui, ça se distingue de ce qui est la cure type, c'est-à-dire le dispositif initial de la psychanalyse, divan, fauteuil. Mais dans la psychothérapie analytique à médiation artistique, on va être, comme dans une psychothérapie analytique strictement verbale, confronté à
le transfert, le contre-transfert. Je considère que la psychothérapie analytique en art-thérapie, c'est un dispositif à complication. Un dispositif à complication, c'est-à-dire, c'est un petit peu, vous savez, comme les montres. On parle d'une montre à complication. Une montre à complication, c'est une montre qui effectue un certain nombre d'opérations grâce à ses rouages qu'une montre simple ne fait pas. Et donc, pour moi, un dispositif d'art-thérapie à médiation artistique, psychothérapie, c'est une sorte de montage avec des rouages complexes qui nécessite un cadre très, très précis. Donc, loin d'être quelque chose de simple, c'est quelque chose à complication. Il faut l'entendre dans tous les sens du terme, à savoir que c'est complexe, mais c'est aussi compliqué. Donc, c'est difficile à mettre en place, donc ça suppose une certaine rigueur. Donc c'est un travail qui va demander une élaboration poussée du cadre qu'on veut mettre en place. C'est pas une thérapie de seconde zone. C'est pas une thérapie une pseudothérapie pour amener à la thérapie. C'est pas juste un dispositif de soutien pour amener à autre chose. Ce n'est pas une pratique qui serait du côté des thérapies de bien-être. Le dispositif est assez complexe.